Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Je remercie d'abord mon cher ami et collègue professeur Khalil Hiyani, le directeur de notre bibliothèque Mohamed Sqat, qui a accepté avec bonheur de nous abriter, de nous accueillir, tellement il est aussi beaucoup impliqué dans son travail en tant que directeur de tout ce qui est digitalisation des archives, des manuscrits. Donc c'est vraiment ce séminaire de recherche que nous proposons aujourd'hui s'inscrit aussi dans les activités de la bibliothèque. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube de notre bibliothèque parce que vous y trouvez tous les séminaires, les leçons inaugurales qui sont passées depuis une année en plus déjà. Donc merci beaucoup Khalid pour nous accueillir. Maintenant je vais vous présenter notre cher invité, Irene Bono, qui est politiste. On ne dit plus politologue, n'est-ce pas? On dit politiste, donc ça dépend. Elle est à l'université de Turin. Elle est présidente du FASOPO, d'accord, le Fonds d'analyse des sociétés politiques. Elle est spécialiste de la politique comparée. Elle travaille sur les dynamiques sociopolitiques en Maroc, mais aussi dans la région en MENA et en Afrique. Ses recherches portent sur la construction nationale, la sociologie politique et aussi les transformations numériques. Parmi ses ouvrages et publications majeures, donc le livre qu'elle va présenter aujourd'hui, elle va le présenter, mais en tant que pendant du projet des archives. Elle va l'expliquer par la suite. C'est un entrepreneur du national au Maroc, Ahmed Ben Kiran, Traces et discrétion, qui était publié en 2024. Et nous avons déjà eu le plaisir de l'accueillir chez nous à la faculté des lettres et de Ain Choc, où elle a fait une présentation du livre il y a quelques mois déjà. Elle a aussi co-écrit avec Béatrice Hibou, Mohamed Tozi et Hamza Medeb l'état d'injustice au Maghreb, Maroc et Tunisie, et également avec Béatrice Hibou, le gouvernement du social au Maroc, dans lequel aussi ont participé plusieurs jeunes du LADSIS, de notre laboratoire LADSIS. Et plus récemment, en 2024 encore, elle a co-publié Communauté imaginée, imaginaire politique, les industries culturelles africaines au prisme des transformations numériques. Maintenant, pour le séminaire d'aujourd'hui, c'est un séminaire de recherche, c'est pour ça que nous avons choisi ce format plutôt fermé que l'amphi, parce que nous avons besoin quand même que ça soit interactif, que ça soit des échanges aussi avec vos projets de recherche, des questions sur la méthodologie, etc. Il va servir à présenter le fonds d'archives Ahmed Ben Kiran comme source archivistique. C'est ce qui était dans la communication que nous avons diffusée. C'est-à-dire revenir un peu sur les enjeux qui traversent cette source, la manière dont elle façonne notre compréhension de l'histoire au Maroc. Ce projet de fond nous interpelle aussi quant à la manière de faire un livre, parce que comme j'ai dit, le livre il est là, je vais l'expliquer par la suite, il y a un prolongement du livre, il ne s'arrête pas à la dernière page, il y a toute une prolongation que j'aime beaucoup, c'est tout le projet donc, de ce fonds et de site web sur laquelle, et la digitalisation que Irene va nous expliquer en détail. Je vais faire une petite réflexion préliminaire sur les archives, les méthodologies et en quoi une archive privée d'une personne, d'un personnage peut nous aider à avoir des lectures, on va dire, alternatives de l'histoire dominante. Je suis contente que des amis et collègues sont là aussi, qui ont une pratique des archives. Lorsque nous parlons de sources archivistiques, nous faisons généralement référence à des documents conservés pour leur valeur historique, que ce soit des lettres, des rapports, des photographies, des documents administratifs et d'autres. Mais cette conception de l'archive en tant que simple dépôt des traces du passé, elle mérite d'être nuancée. Et Arlette Farge, dans un de ses livres que j'apprécie énormément, dans le titre est « Le goût de l'archive », elle nous dit que les archives ne sont pas de simples témoins muets. Elles sont des constructions sociales et des lieux de mémoire où se négocient les récits du passé. Elles témoignent certes d'événements historiques, mais aussi des luttes pour la mémoire et le pouvoir qui traversent ces événements.
Dans l'archéologie du savoir de Michel Foucault aussi, il nous invite à voir les archives non seulement comme des témoins, mais également comme des pratiques discursives. Donc le langage, le lexique qui sont importants, des pratiques discursives qui façonnent la manière dont nous comprenons le monde. Selon lui, ce sont les archives qui conditionnent notre rapport à la vérité et à la connaissance. Elles ne révèlent pas seulement des événements, elles les construisent. Les archives en tant que source sont donc des objets dynamiques façonnés par des rapports de pouvoir, des choix institutionnels et des contextes politiques. Elles sont à la fois des traces et constructions, et leur étude doit nécessairement être attentive à ces différentes dimensions. Et donc, les archives, comme j'ai dit, ne sont pas neutres, elles sont produites dans des contextes spécifiques par des institutions ou par des individus qui déterminent les documents à conserver et ceux à éliminer. Donc cette sélection, ce processus sélectif, cette fabrication, si on veut dire, des archives, est un enjeu de pouvoir. Quels sont les documents qui sont jugés d'être dignes d'être conservés? Quels récits, quelles voix sont retenues? Et quelles histoires sont oubliées, occultées ou ignorées? Donc c'est toute la question de l'invisibilisation des voix marginalisées, des événements négligés ou des points de vue non institutionnels qui est essentiel pour comprendre les mécanismes de domination à travers les archives. Les fonds privés, en particulier, soulignent cette dimension parce qu'ils peuvent parfois révéler des aspects de l'histoire qui échappent aux archives publiques et aux récits officiels, d'où leur importance justement. Donc si les archives publiques sont souvent des instruments de l'État, de la diplomatie ou des institutions officielles, les fonds privés offrent une alternative précieuse. Ces fonds, souvent produits par des acteurs individuels ou des familles, permettent de mieux comprendre les réseaux informels, les dynamiques sociales, les trajectoires personnelles qui échappent à la formalisation des archives publiques. Ils offrent une vision plus intime de l'histoire qui se nourrit d'expériences vécues, de tensions sous-jacentes qui ne sont pas toujours visibles dans les sources officielles. C'est dans cette perspective que le fonds Ahmed Ben Kiran prend tout son sens pour nous. Il offre un accès à la vie politique et sociale à travers les yeux d'un acteur majeur du paysage politique marocain, tout en invitant à interroger les narrations officielles. Donc, dans le cas du fonds Ahmed Ben Kiran, plusieurs questions se posent. Quelle a été la logique de sélection des documents qui constituent ce fonds? Quelles sont les dynamiques personnelles, politiques et institutionnelles qui ont joué un rôle dans sa constitution? Dans quelle mesure ce fonds reflète-t-il une intention spécifique de l'auteur ou s'agit-il simplement d'une accumulation, on va dire, naturelle des documents au fur et à mesure de l'histoire, du temps, etc. Par ailleurs, la mise en ligne et la digitalisation du fonds Ahmed Ben Kiran soulèvent aussi d'autres enjeux importants parce que les nouvelles technologies permettent un accès plus large aux archives, une sorte de démocratisation de l'information. Elle modifie également la manière dont ces sources sont utilisées ou vont être utilisées. Donc tout cela introduit de nouvelles questions par rapport à la source archivistique. La numérisation peut-elle altérer la signification d'un document? Quels sont les risques de perte d'information ou de déformation lors de transition vers un format numérique? Dans quelle mesure la mise en ligne de ces archives influence-t-elle leur lecture et leur utilisation par le grand public, par les chercheurs aussi? Et quel rôle peut jouer l'accessibilité numérique dans la réappropriation de l'archive par des acteurs politiques, sociaux ou d'autres? Dans le livre que Irénée va aussi présenter, elle interroge ce fonds à travers les notions de trace et de discrétion, qui sont aussi dans le titre du livre, qui sont des concepts très importants. Donc en quoi ce fonds, constitué principalement de documents personnels et privés, peut-il apporter une perspective nouvelle sur le parcours politique de Ben Kiran et sur les événements de son époque, notamment tout ce qui est militantisme qui sera la focale d'aujourd'hui. Comment les documents personnels de Ben Kiran, comme ses correspondances, ses photographies, nous permettent de reconstituer une autre version de l'histoire, une autre lecture, on va dire. Quelles traces se font les styles sur le processus de formation de l'État, sur les rapports de pouvoir de la société? En quoi la discrétion, c'est-à-dire met en avant l'aspect intime et privé,
et interroge notre manière de lire l'histoire politique. Donc, pour répondre à ces interrogations, mais pas toutes, tu n'es pas obligé de répondre à toutes, moi, ce que je t'invite à faire et ce qu'on s'est mis d'accord, c'est que Irénée va nous parler de la fabrication de ce fonds. D'accord ? Elle va prendre des exemples et elle nous expliquera en liant le livre et, comme j'ai dit, le pendant ou le prolongement, et ça sera donc interactif. Je vous remercie beaucoup et je donne la parole à Irénée. Merci beaucoup Fatma, et merci à vous tous, merci à monsieur le directeur pour cette invitation. Merci à vous tous et toutes pour avoir décidé de consacrer quelques heures de votre après-midi à la discussion d'un travail qui me tient au cœur, qui pour moi est très important. Et je suis d'autant plus contente de pouvoir partager la réflexion en cours avec vous tous, avec des têtes et des yeux que je connais depuis longtemps, mais aussi avec des têtes et des yeux que je viens connaître et dont je suis très curieuse de savoir les questionnements et les curiosités que mon travail pourrait solliciter. Eh bien, alors, Fatma m'a livré un vaste programme, dirait-on. Hein? Certains avant moi l'ont dit, utiliser cette formule pour parler de quelque chose qui peut nous engager pendant bien plus que longtemps. Mais c'est un exercice auquel j'ai vraiment le plaisir de vouloir me mesurer, en commençant par l'idée que nous, quand on fait les livres, on ne les termine pas. Alors, il y en a qui connaissent la dure épreuve de l'écriture et qui ne les terminent pas, c'est-à-dire qu'il écrit, qu'il le réécrit. Moi, ce livre-là, je l'ai écrit 4 fois. Mais ce que j'ai essayé de faire, et c'est dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui, c'est que même pour les chercheurs, pour tout un chacun d'entre nous, même lorsqu'on termine un livre, en fait, en général, ça, c'est le point de départ pour un autre projet que le livre nous a sollicité, nous a inspiré. J'ai essayé, dans le cadre de ce travail, d'associer les lecteurs à ces processus de continuation. Alors, c'est pour cela que, aujourd'hui, oui, je souhaiterais bien vous parler du livre que j'ai dans les mains, qui est un grand livre et qui se termine à la page 500 quelque chose. Mais, surtout, je voudrais vous parler d'une page précise dans laquelle vous trouvez des QR codes qui, j'espère, dans mes intentions, pourraient vous accompagner dans cet exercice, c'est-à-dire dans le fait de penser que les livres, ça ne se termine pas. Dès que vous arrivez à la page 545, je vous invite à prendre votre téléphone et à partager avec moi cet espace de réflexion qui est en fait un travail en cours, que je ne savais pas de vouloir faire, en fait. Je ne pensais pas le continuer à ces points. Aujourd'hui, Fatma l'a dit bien, nous parlons d'archives, non pas tant qu'historienne, que je ne les suis pas, mais tant que chercheur en sciences sociales, donc des personnes, des acteurs, des chercheurs, qui réfléchissent aux archives comme des objets à interroger, non pas comme des répertoires à dépouiller, mais comme des objets du monde social et politique à part entière. Fatma a cité Arlette Farge, a cité Michel Foucault. Effectivement, c'est des auteurs qui nous renseignent sur l'idée, qui nous suggèrent que les archives n'existent pas. C'est-à-dire, les archives existent comme institution archivistique, naturellement. Alors, on peut savoir que lorsqu'on dit « j'ai fait mes recherches auprès de l'archive telle », on indique qu'on va dépouiller un fonds auprès d'une certaine institution censée les collecter. Mais ce que j'ai expérimenté en première personne dans la réalisation de ce travail, c'est que les archives n'existent pas jusqu'à quand on ne les pense pas en tant que telles. Donc les archives ne sont pas des lieux, ça va être notre point de départ d'aujourd'hui. Les archives ne sont pas nécessairement des lieux, ou non pas nécessairement des lieux. Les archives, lorsqu'on dit archives, on parle d'une relation qui lie entre des objets issus du passé. Ça, c'est une définition très 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 large, la plus générique qu'on pourrait donner. C'est notre geste, c'est notre intention de penser
un corpus en tant qu'archive qui les fait naître comme archive. C'est ce que j'ai expérimenté en première personne lorsque je me suis mesurée avec ce travail que j'ai commencé en 2010, lorsque j'ai connu M. Ahmed Bentiran, qui est un monsieur né en 1927, issu d'une des plus grandes familles de Marrakech, Kazaoui depuis Mchaladi, depuis longtemps, depuis 1952, qui a fait toute sa carrière à cheval entre plusieurs mondes sociaux. Il est issu de la génération qu'on pourrait appeler aujourd'hui des jeunes du mouvement national, c'est-à-dire non pas les leaders, mais ceux qui se sont formés à partir de l'engagement, de la pensée, des orientations idéologiques des leaders. Ça veut dire la génération de Bessaïda Itidar, la génération de Yousfi, la génération de Ghibli, si on parle de représentants du mouvement national aussi issus d'autres latitudes, et notamment de Marrakech. Donc nous parlons des gens qui sont nés à cheval entre 1900, lui il est des 27, 1923, 25, 30, 35. Donc des gens qui sont nés et qui ont eu leur socialisation politique au moment où le mouvement national était déjà un fait établi. Dans un moment où le mouvement national naturellement agissait dans la clandestinité pour la plupart, mais pas seulement, les travaux de Fardman nous les racontent très bien, mais dans un moment où l'horizon de l'indépendance commençait à sonner comme vraisemblable, comme possible. Qu'on ne parle pas des nationalistes de la toute première heure qui ont plaidé, qui ont réussi à affirmer l'indépendance comme objectif. On parle des gens qui se sont socialisés à la vie politique en ayant déjà acquis cet objectif. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que je me suis mesurée avec le fait d'avoir devant moi des documents, des objets issus du passé qui sont devenus une archive lorsque j'ai pris le soin de les penser en tant que tels. Alors là, je décline en première personne ce que je viens de vous dire à niveau général. Comment ça s'est passé? J'étais au tout début d'un échange avec un monsieur d'un certain âge que j'ai connu en 2010, qui est comme un certain nombre d'acteurs, mais pas très nombreux, de sa génération politique. Lorsqu'ils ont pris un pas des côtés, lorsqu'ils ont pris un pas de repli par rapport à leur vie publique, ils ont ressenti un devoir de témoigner des expériences qu'ils ont vécues. C'est quelque chose qui est très lié aux effets des licences sécurité réconciliation, dont on compte aujourd'hui les 20 ans du rapport. Mais c'est quelque chose, comme vous le savez, qui a investi beaucoup plus les militants issus de la période des années des plomb, ceux qui ont été les plus concernés par les processus de vérité, les processus d'équité, de réconciliation que le Maroc a connu. Mais dans les sillages de cette expérience, certains acteurs issus de la génération précédente ont partagé ces besoins, ont ressenti les mêmes besoins de témoigner. Eh bien, Ahmed Bentiran a été un de ces acteurs. Je l'ai connu au moment où il avait décidé qu'après avoir essayé d'écrire de sa propre main, celle-là ne lui semblait pas la bonne manière de le faire. Et alors, il était en quête de quelqu'un qui puisse l'accompagner à rédiger ses propres mémoires. Et moi, je venais de soutenir ma thèse. Et sa proposition m'a pris un contre-pied parce que j'ai pensé, en tant que politiste, d'une part que je n'avais pas les compétences pour accompagner un acteur à écrire ses propres mémoires. J'ai pensé qu'il avait plutôt besoin d'un quelqu'un avec une très très bonne plume, ou alors quelqu'un qui connaît très très bien l'histoire du Maroc, bien quelqu'un qui puisse l'accompagner sans nécessairement investir 10 ans comme je l'ai fait, pour mener à bien son objectif. Alors, du moment où il m'a proposé de les suivre et de l'accompagner pour rédiger ses mémoires, je ne me suis pas sentie d'accepter sa proposition, même si c'était très intéressant. Et je lui ai fait une contre-proposition qui était s'il pouvait m'accompagner plutôt à établir un échantillon de personnes avec la même expérience que lui, c'est-à-dire jeunes issus du mouvement national qui ont connu par la suite les tout premières décennies de l'indépendance dans des positions cadres, que ce soit dans les institutions ou dans les affaires, pour mener une enquête sociologique sur la diversification du tissu des élites. Bien, il n'a pas dit non, et donc durant un certain nombre de mois, on a joué les jeux. Lui, des personnes ressources qui aident la jeune chercheuse à établir un échantillon, moi, des jeunes chercheuses qui bougent de façon exploratoire dans un nouveau terrain.
celui de la diversification des élites à ce moment-là. Eh bien, à un moment donné, je me suis trouvée confrontée à un tas de documents. À un moment donné, un jour, en arrivant chez lui, il m'a dit, Madame Bonneau, à ce moment, vous voyez encore, j'ai sorti quelques cartons. Il se peut que vous trouviez quelque chose qui vous intéresse. Alors moi, je n'ai pas eu accès au fonds Ahmed Bekiran. Les fonds, à ce moment, n'existaient pas. Les fonds qu'on présente aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a co-construit au fur et à mesure de ces 10 ans de travail ensemble. C'est-à-dire, c'est l'effet de l'avoir dépouillé, de l'avoir étudié, de l'avoir interrogé, de l'avoir discuté avec lui, qui m'a fait penser l'intérêt et l'importance, qui m'a fait réaliser l'intérêt et l'importance de penser cette documentation en tant qu'archive. Donc de lui donner la valeur de source. Jusque-là, ce n'était pas des sources, c'était des documents, des photos issues de son passé, c'était des documents que lui, il avait accumulés, comme Fatma l'a dit, de façon plutôt intentionnelle, ou pas toujours intentionnelle. Je vais revenir sur cet aspect qui est très important tout au long de ses différentes expériences, donc à commencer par la lutte pour l'indépendance, les premières années dans les cabinets d'Abderrahim Bouhabid, donc dans les cabinets du ministère de l'économie nationale, d'abord du commerce, ensuite de l'économie, donc une période très importante pour la mise en place des institutions, des politiques économiques qu'aujourd'hui encore gouvernent le Maroc. Et puis un fonds très important qui est issu de son passage dans les affaires, de son plutôt retour aux affaires, dans les domaines notamment des banques et des assurances et des sociétés de portefeuille et des prises de participation actionnaires avant la marocanisation, donc au cours des années 60, dans le journalisme et puis au retour aux institutions. Donc je voyais devant moi une masse assez hétérogène, des fragments. Je ne parlerai pas des fonds, je ne parlerai pas de... Il n'y avait pas la sérialité qui caractérise la couverture archivistique déjà. C'était ce qui caractérise un fonds privé, c'est-à-dire une collecte d'objets variés. Les objets pouvaient aller d'objets très personnels, comme des titres de voyage, des passeports, ou alors des brouillons de tracts politiques, ou alors des éditions des journaux, dont il était soit le lecteur, soit plus tard l'éditeur. Donc, vous voyez, c'était une masse multiforme. Et ce qui m'interrogeait le plus de cette masse, c'était qu'elle avait toutes les caractéristiques d'un archive privé, c'est-à-dire elle n'était pas pensée en tant qu'archive. Elle était pensée comme un réservoir, ou bien de quelqu'un qui a un certain âge. À l'époque, il avait 82, actuellement il a 97 et demi. Et donc, comme souvent, c'est le cas lorsqu'on rencontre des personnes qui ont eu à vivre des expériences importantes, je voyais son attachement à ces documents-là, mais sans qu'il, lui, nécessairement, il donne à ces documents une quelconque valeur. Ou bien, il donnait une valeur très, très, très sélective à ce que j'avais devant moi. Pour lui, l'idée de sortir ces cartons et de me permettre l'accès, c'était un peu une stratégie pour me prouver. C'était... le souci, c'était du souci de donner des preuves documentées d'expériences importantes dont il avait envie de parler. Et alors, la logique au départ, c'était la logique de sélection. Alors, par exemple, il voulait me raconter d'un certain événement important du moment où on a bâti l'institution du Maroc indépendant. Il sortait un document et lui disait, vous voyez, Madame Bonneau, on a fait ça. Ou alors une photo qui le représentait avec tel ou tel acteur dont il m'avait parlé et dont il avait envie de me montrer le visage, revenir à l'allure de l'époque. C'était vraiment ça l'exercice. C'était plus du mnémotechnique. C'était entre la preuve, je veux te prouver quelque chose dont on a parlé, et le mnémotechnique. J'ai besoin, vu mon âge, de revenir à des documents pour être sûr de ce que je vous raconte, pour être sûr de mon récit, pour ne pas me perdre dans des aspects pas clairs ou dans des doutes que parfois nous avons tous, même quand nous avons notre âge, lorsqu'on pense aux expériences du passé. Et alors, aujourd'hui, sur la base de cette expérience, le pari que je fais, c'est de vouloir partager avec vous une réflexion visant à problématiser la notion des sources archivistiques, c'est-à-dire
Problématiser la notion de source signifie interroger quelle valeur peut-on donner à des documents, à des objets issus du passé qui en général ne sont pas pensés en tant que source, mais qui sont pensés en tant qu'objets issus du passé, ou alors patrimoine personnel de quelqu'un, ou alors preuve de quelque chose qui s'est déroulé. Le point de départ de ce travail, c'était de dire, problématiser dans mes intentions, a signifié donner aux sources, aux objets que j'avais déjà, la valeur des traces, dans le sens métaphorique du terme. Alors, vous savez, quand on est confronté à des preuves, métaphoriquement, ça nous renvoie, c'est plutôt le milieu judiciaire, ou le milieu policier, l'enquête policière. Alors, lorsqu'on parle des traces, l'enquête que nous avons en tête, c'est plutôt celle des zoologues, par exemple, qui cherchent les animaux. Hein? On trouve une trace, on ne sait pas ni à qui appartient, ni pourquoi elle est là, ni où est-ce que ça amène. Ces trois éléments sont très importants pour revenir aux questions que Fad m'a posées tout à l'heure. Donc, je vous propose de partager avec moi ça comme point de départ. Problématiser source archivistique dans mes intentions et dans le cadre de ce travail a signifié penser aux objets issus du passé comme traces, c'est-à-dire ne pas leur donner une signification au préalable, m'être prête à interroger d'où elle vient, qui est-ce qu'elle les a laissés, qu'est-ce qu'il était en train de faire et où est-ce que ça amène. Donc c'est un travail qui demande une perspective très ouverte par rapport à celle des preuves, qui va chercher la preuve et puis lorsqu'il trouve une preuve, il passe à autre chose. Alors, dans le cadre de ce travail, j'étais confrontée, pour parler de la manière de collecte sur laquelle Fatma a insisté et sur laquelle vous pourrez trouver des éléments, et là on passera au numérique, j'étais confrontée à des traces que j'ai décidé de classer ou de présenter en les ramenant au contexte de leur production. C'est-à-dire, je ne sais pas de quoi elles parlent au préalable, mais je sais comment elles ont été construites. Je sais de quel champ de l'action elles sont issues. Et alors, si j'adopte cette perspective, j'ai devant moi, dans ce qui est devenu les fonds Benkiran, des traces issues des 4 mondes sociaux, on va dire, des 4 champs, si on veut adopter une approche bourdeusienne. Le premier champ dont on va parler aujourd'hui, c'est le champ de l'action militante durant la phase 46-55, donc la toute dernière décennie avant l'indépendance. Ou alors dans l'après-guerre, ou dans l'après-manifeste de l'indépendance, on peut le dire de plusieurs façons, mais ça, c'est la séquence. 46, 55. Deuxièmement, j'ai des traces issues de l'action gouvernementale que Benkiran, comme je vous l'ai dit, a connue entre 55, décembre 55, premier gouvernement, Bekraï 1, 7 décembre, et mai 60, c'est-à-dire les retournements, les renversements du gouvernement Abdullah Ibrahim, et le début d'une nouvelle phase dans laquelle c'est le roi, d'abord le prince héritier, ensuite le roi, qui est le président du conseil de gouvernement. Donc, durant cette séquence, 55-60, je suis confrontée à des traces issues de l'action gouvernementale. Troisième séquence et troisième champ de l'action dont les traces sont issues, c'est les champs journalistiques. Benkiran, quand il quitte le ministère de l'économie nationale en mai 60, ouvre un journal économique qui s'appelait Maroc Information. Un journal indépendant des partis politiques, c'était... là, vous en voyez quelques exemplaires dans la page d'ouverture du site. Un journal indépendant des partis politiques, c'était assez une exception pour la période,
où la plupart des titres de presse étaient soit issus de la presse coloniale, soit liés à des organisations politiques, partis aux syndicaux. Quatrième champ de l'action, c'est les champs des affaires. Les champs des affaires dans lesquels, à côté du travail dans les cadres du Maroc Information, Benkiran s'investit dès 60 et continue durant toute sa vie principalement. Ça va être son activité principale. Disons que sa dernière rôle dans la vie publique a été à la CGM, c'est-à-dire au patronat, comme président adjoint, vice-président de la Confédération des entrepreneurs du Maroc, de la CGM. Donc, l'exercice dont j'ai envie de m'occuper d'ici ces prochains mois, c'est d'essayer de problématiser la notion archivistique des sources issues de ces 4 champs de l'action. Donc aujourd'hui, ça va être la première étape, si vous le souhaitez. Donc pour les intéressés, il y aura la suite dans laquelle on pourra continuer ces discours. Mais qu'est-ce que ça signifie, source issue du militantisme? Eh bien, là, on est confronté avec une réalité dans laquelle il est très peu fréquent que les études sur le mouvement national, sur le militantisme nationaliste au Maroc, s'appuient sur des documents archivistiques. Disons, l'histoire du mouvement national, c'est à quelque chose qui se rapproche à ce que l'historienne Omni El Chakri, à propos de l'Égypte, appelle histoire sans documents. C'est-à-dire, on remarque toujours une manque de documents, ou alors une confiscation des documents, ou alors une absence ou une inaccessibilité matérielle pour des raisons diverses, qui peuvent être le fait que les archives sont ailleurs, que les archives sont détruites, que les archives sont quelque part. Et alors le plus diétrologue, on dit en italien, il dit qu'il y a un pouvoir obscur qui ne veut pas qu'on puisse avoir accès aux archives. Donc il y aurait quelqu'un, une puissance derrière, qui cacherait même les documents. Pardon ? Le gardien du temple. Muallim. Alors, les raisons de cette inaccessibilité, on l'a dit, sont multiples. Alors, l'absence de documents, comme vous le savez, a été dénoncée dès les années 60, lorsqu'il y a les premiers efforts pour monter les archives nationales au Maroc. Les efforts qui sont destinés à échouer, au moins jusqu'aux recommandations des licences équité et réconciliation, donc 30 ans plus tard. Parce que, comme vous le savez, Archives du Maroc voit le jour à l'issue des recommandations des licences équité et réconciliation du début des années 2000. Et à l'heure actuelle, à ma connaissance, il demeure une institution encore en quête de ses locaux définitifs. Donc, à ce moment, elle reste hébergée dans ce qui fut en annexe de la Bibliothèque nationale, à Rabat. Et donc, même concrètement, elle est devenue un outil qui, tout en se proposant comme archive nationale, reste limité dans sa possibilité d'action dû à une inaccessibilité matérielle. Il n'y a pas assez de mètres linéaires pour ouvrir au public toute la quantité de fonds et de documents que dans les 20 dernières années, 15 dernières années, Archives du Maroc a réussi à recueillir. Donc, inaccessibilité matérielle, on le disait, confiscation. Je ne sais pas si vous avez lu la presse des dernières semaines, il y a beaucoup d'attentes à propos à la suite d'une promesse du président français Macron, qui a dit vouloir livrer 500 000 documents, restituer 500 000 documents confisqués au Maroc, qui prouveraient sa souveraineté sur les territoires en dispute avec l'Algérie, bien sûr, sur la délimitation de la frontière. Donc, il y a une grande attente. Mais vous voyez à quel point était encore important l'idée que la manque de documents est due au fait que les documents sont ailleurs, que quelqu'un nous a privés d'accès et qu'on a besoin de résoudre ces problèmes d'accès. Quelles que soient les raisons, l'inaccessibilité matérielle a eu des répercussions très significatives sur la manière dont on a étudié à ce jour le mouvement national. Les travaux de Fatma ont été pionniers pour essayer de reconstituer les réseaux en amont des partis issus du mouvement national, les réseaux nationalistes,
les réseaux sociaux, pas dans le sens qu'on utilise aujourd'hui, mais les réseaux de sociabilité, les réseaux familiales, les réseaux d'affaires, qui ont été extrêmement importantes. Mais elle aussi, elle a été confrontée, et c'était un travail qu'elle a pu faire principalement à travers des récits, donc une histoire orale, plutôt qu'une histoire documentée. Parce que il ne faut pas se leurrer, l'inaccessibilité matérielle existe. Alors, la première chose qui m'a paru importante à mettre en valeur du travail que j'ai pu faire, c'était de donner une contribution à rendre un peu moins inaccessible un tas de documents sur le mouvement national que j'ai pu consulter. Mais je me suis vite aperçue que lorsqu'on essaye de se mesurer avec cet effort, on est confronté au fait que les documents qu'un acteur individuel issu de la mouvement nationaliste sont très différents. Les documents que quelqu'un à titre individuel conserve, garde, collecte, sont très différents des sources auxquelles nous sommes habitués, avoir peu d'accès, mais des sources qu'on connaît existantes. Je vous fais quelques exemples. Qu'est-ce que nous connaissons à titre archivistique sur le mouvement national? Principalement les sources institutionnelles issues des dispositifs de répression du protectorat français. Nous avons les fiches de police, nous avons les casiers judiciaires, nous avons les condamnations, nous avons les plaidoyers à la limite. Et c'est tous des documents que Fatma connaît très bien. Et c'est les documents sur lesquels elle-même a pu se mesurer. Je me rappelle, quand tu faisais ta thèse, tu es partie à Nantes, aux archives. Parce que c'est ça. Mais réfléchissons bien, qu'est-ce que ça signifie le fait de connaître les nationalistes par les yeux des dispositifs de répression? Ça signifie deux choses. D'une part, ça signifie connaître seulement ce qu'ils leur ont fait, non pas ce qu'ils ont fait eux, la façon par laquelle l'ennemi a parlé d'eux, l'ennemi de l'époque, vous me comprenez bien dans mes termes. Ça signifie mettre en valeur, mettre en exergue seulement la dimension de la répression qui est tombée sur leurs actions, ou alors connaître leurs actions principalement par le fait qu'elles ont été réprimées. Et alors, je vous fais un exemple de casier judiciaire, comme ça on rentre dans la matière. Ah, il faut que j'amène ça? Allez. Tu me dis si je prends trop de temps, hein? Qu'est-ce que c'est un casier judiciaire? Ah bien, là je vous présente non pas un casier judiciaire de quelqu'un qui a eu à souffrir excessivement la répression par rapport à plein d'autres personnes de son époque, mais je vous montre des documents issus de quelqu'un que tout un État nationaliste, il pouvait avoir un passeport à 54. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va dire. Alors, au moment où la plupart des nationalistes étaient soit en prison, soit en exil, soit en tout cas interdits des mouvements, des titres de séjour et tout. Ah, excusez-moi. C'est difficile. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les casiers judiciaires d'un jeune nationaliste qui peut se balader avec son passeport pour des besoins d'études, de travail et même des vacances? Alors, très privilégié par rapport à la plupart des nationalistes des 54. Alors, dans son casier, il peut y avoir écrit des choses que vous allez trouver assez triviales, je pense. Voilà, on prend cela. Et puis je vais revenir à la logique dans laquelle le site est fait pour vous montrer bien qu'est-ce que vous pourrez y trouver dedans. La ligne, voilà. Alors là, vous voyez, ça ressemble à ça, à une note des renseignements de la police du protectorat. C'est un document dans lequel nous trouvons les choses que les officiers des différentes villes ont marquées. Alors, il y a des éléments personnels et puis il y a des annotations sur l'activité politique. La chose qui m'avait frappé de ces documents qui datent de 52, c'est que, comme vous voyez peut-être dans la dernière ligne, on dit que Ahmed Ben Kiran est un nationaliste connu qui toutefois il ne déploie aucune activité politique. Alors je trouve que c'est assez intéressant. Comment peut-on être un nationalisme connu sans activité politique?
avons besoin de problématiser la notion de source. Parce qu'il est bien vrai que les casiers judiciaires et les fiches de renseignement peuvent être très utiles pour connaître la répression qui est tombée sur les nationalistes. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent de comment l'action nationaliste s'est-elle déployée à l'époque? Qu'est-ce qu'ils nous disent si le petit flic de l'époque n'est pas capable de comprendre qu'il a écrit un contresens? Il est un nationalisme connu, mais il ne déploie pas d'activité politique. L'autre partie très intéressante de cette note, actuellement, il est employé en qualité de secrétaire chez son père, honorablement connu à Marrakech. Alors, cette fiche nous renseigne sur le fait qu'il ne déploie d'activité politique, mais d'activité d'affaires dans le cadre du commerce familial. Son père était un des plus grands commerçants de Marrakech, qu'au début des années 50, il avait ouvert un bureau de commerce à Casablanca, duquel Ahmed Bekiran avait pris la direction. En fait. Il s'était installé à Casablanca pour s'occuper de l'antenne familiale. Et voyez ici la fin de cette... L'intéressé professe des sentiments anti-français et extrémistes. Alors on est sur le plan des sentiments. Il fréquente les milieux nationalistes. Donc là, il est sur le plan des fréquentations, donc des comportements, non pas des sentiments. Et entretient des relations épistolaires avec les étudiants marocains de France. De nouveau, des comportements. Comportements pas du tout, on est tout de même libre d'écrire des lettres. Ahmed Bekiran a été invité par son père à quitter le domicile paternel à Marrakech en raison de ses idées politiques. De nouveau, les idées. Non pas les activités, les idées, juste, les idées. Son père a accepté de monter à Casablanca un commerce pour son fils, à condition que celui-ci cesse toute activité politique. Eh bien, vous le savez bien que le bureau de commerce que son père monte à Marrakech devient le noyau de ses activités politiques. Donc si on se tient à la vérité archivistique d'un document issu d'un dispositif de répression, comme la police du protectorat, on croit qu'il y avait un tout jeune homme avec beaucoup d'idées extrémistes et anti-françaises, qui toutefois ne déployait aucune activité. Et tout en ne déployant aucune activité, vu que son père lui a dit, allez, éloigne-toi, arrête l'activité politique. D'accord, d'accord, je vais m'éloigner, je vais arrêter toute l'activité, je vais m'installer à Casablanca et faire un peu d'argent. Pourquoi? C'est ça qu'on comprend de ces documents-là, n'est-ce pas? Alors, il y a des casiers judiciaires un peu plus intéressants. Je vous en montre un deuxième. Un casier judiciaire que Fatma m'a envoyé à un moment donné, dans lequel elle m'a envoyé une photo, dans lequel les policiers qu'il avait remplis avaient remarqué que oui, c'est vrai, il avait beaucoup d'idées nationalistes, mais il déployait aucune activité, mais il rencontrait des gens qui faisaient plein d'activités. Et en fait, finalement, on finit par parler d'une activité, des réunions entre les militants issus de la Madrasa Ben Youssef à Marrakech, donc les foyers, les berceaux du mouvement national à Marrakech, et les jeunes communistes issus de France, comme Serfati, qui s'est rendu à Marrakech dans les maisons de la grande bourgeoisie pour rencontrer, pour faire le relais avec les militants sur place. Donc là, qu'est-ce que ça nous raconte aussi ça sur l'exigence et l'importance de problématiser la notion des sources archivistiques? Il nous raconte que selon la petite main, selon le fonctionnaire qui remplit un casier de police, une note de police, un comportement peut être documenté de façon très très différente. Il y a quelque chose de très subjectif dans la construction d'une source, si on oublie son processus de production. Il y a quelque chose de très intéressant à prendre en compte lorsque on s'aperçoit que tous les deux, ces jeunes policiers probablement, ce n'étaient pas le grand chef de la police, c'était des policiers sur place qui veulent faire un travail de renseignement. Donc on imagine à toute petite échelle. Hein. Donc on a des éléments pour comprendre comment ça fonctionne la police à l'époque du protectorat. On a des éléments pour comprendre que la notion d'action militante
qu'on peut documenter à partir de ce genre de sources mérite d'être élargi. Et nous avons bien la preuve que seulement lorsqu'on sait lire en filigrane des documents qu'il y a des aspects à interroger, on s'aperçoit qu'il faut creuser. Je vous fais un exemple donc, de l'activité qui s'est déployée dans les bureaux de commerce à Casablanca, celle à laquelle la première fiche de renseignement faisait référence. Alors. Ça, c'est une copie des premiers statuts, du brouillon des premiers statuts du syndicat, de l'Union marocaine du travail, de l'UMT, qui était tapé à la machine à écrire du bureau de commerce de M. Benkiran, en 1955. Pourquoi? Parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait des machines à taper en ces moments. Et mener l'action politique dans la clandestinité signifie aussi la mener là où les autorités ne regardent pas nécessairement. C'est pas que le syndicaliste disait allez, on va se voir à l'usine à 10h30 en plein soleil à taper un statut de notre action subversive. Alors ils allaient chez quoi? Chez des patrons. C'était insoupçonnable. Alors ça nous raconte l'importance effectivement de problématiser l'idée que les sources parlent par elles-mêmes. Il y a, en plus des historiens et des intellectuels auxquels Fatma a fait référence, il y en a un auquel nous sommes tous très liés qui s'appelle Giovanni Levi, le père de la micro-histoire italienne, qui nous dit « les documents ne chantent pas ». Il faut se mettre à l'écoute, mais surtout, il faut les interroger. Un document acquiert du sens lorsqu'on lui pose une question. C'est ça que ça signifie problématiser la notion des sources, vous voyez? Et donc, d'où l'intérêt, j'espère, de vous l'avoir au moins traduit avec l'enthousiasme, vous l'intérêt et l'enthousiasme qui me sollicitent l'idée de continuer ce travail que dans le cadre de la réalisation de mon livre a consisté dans un dépouillement des documents que j'avais sous les yeux, d'un dépouillement qui m'a fait penser à l'importance de les penser comme archives. Donc, un dépouillement qui a eu deux résultats, si vous voulez. D'une part, ma propre interprétation, c'est-à-dire le fait d'avoir pu documenter les faits sur lesquels j'ai construit le livre, et d'autre part, dans les résultats auxquels je suis plus liée, c'est le fait d'avoir donné l'élan pour essayer de penser cette documentation comme archive, pour contribuer à un débat qu'aujourd'hui au Maroc vient d'entamer. C'est-à-dire, nous avons bien dit que dans les 20 dernières années, depuis l'injonction ou bien la recommandation des licences équité et réconciliation à faire une véritable œuvre archivistique, à monter, à ouvrir les portes aux archives du Maroc comme seule façon, principale façon pour être capable de tourner la page d'une époque de laquelle on veut prendre les distances. On sait bien que cette recommandation a investi les institutions qui l'ont pris très au sérieux, mais cette recommandation a aussi sollicité un certain nombre d'acteurs, encore assez timides, pourrait-on dire, mais un certain nombre d'acteurs sur l'importance de mettre à la disposition du public leurs propres archives privées. Qu'est-ce que c'est, et je reviens à un autre aspect que Fatma nous a sollicité tout à l'heure à prendre en compte. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la différence entre une archive d'État et des archives privées? L'archive d'État, nécessairement, répond à un imaginaire national, pourrait-on dire. C'est-à-dire, il lui faut l'unité. L'archive d'État, il y en a un. Il peut être plus ou moins accueillant à l'égard des sources privées. Il y a plusieurs archives nationales dans le monde qui ont une section dédiée aux fonds privés. Mais ça dépasse, ça ne va pas nécessairement avec son mandat premier, qui est celui de documenter l'action de l'État. Et donc,
imaginer une archive privée, une archive d'État, signifie adopter un imaginaire national, c'est-à-dire unitaire, pour penser quels sont les documents issus du passé, de notre passé, qui méritent d'être hissés au statut de source, qui méritent d'entrer dans le patrimoine national. Confier la valeur de source aux archives privées signifie nuancer l'imaginaire national, pour revenir, si vous voulez, à un imaginaire impérial par lequel on peut penser la documentation du vivre ensemble. Là, je suis en train de faire référence au double idéaltype des imaginaires d'État, national et impérial, sur lesquels Mohamed Tozi et Béatrice Hibou ont écrit leur dernier livre. Qu'est-ce que ça signifie, penser les archives privées à l'intérieur d'un imaginaire impérial de l'État? Signifie ne pas opposer l'État au privé. C'est pas parce qu'une archive est privée et issue d'un particulier que ce n'est pas une archive d'État. C'est tout simplement issu d'une autre façon de penser l'État, une façon plus diffusée, une façon dans laquelle on admet un certain pluralisme, non seulement dans les points de vue, mais aussi dans la légitimité de documenter le passé. Donc c'est un scénario dans lequel tout un chacun est reconnu comme potentiellement pourvoyeur de documents archivistiques. Fadma, Zakaria, Moussafa, tout un chacun. Il y a de plus en plus des acteurs, pas seulement issus du monde politique, mais aussi du monde artistique, du monde culturel, plus largement au Maroc, du monde journalistique, qui sont en train de penser leur propre legs à la connaissance et au patrimoine national en termes d'un legs de mémoire, d'un legs documentaire, sans penser que leurs documents ne soient pas dignes de ces noms. Et moi, je revendique l'importance, non pas sur le plan citoyen, je suis citoyenne italienne, ce n'est pas mon enjeu ça, mais je revendique l'importance sur le plan intellectuel comme chercheuse, de réussir à penser la pluralité des archives pour répondre à nos questionnements de recherche. Mon questionnement à moi, comme le titre de ce séminaire le démontre, mon questionnement à moi, comme politiste, porte surtout sur la généalogie du champ politique. Qu'est-ce que ça va dire? On pourrait opposer généalogie et archéologie. Lorsqu'on pense qu'on est confronté juste à un manque d'archives, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'accès. C'est comme si on sait de quoi nous sommes en quête, de quels documents pour prouver quel comportement politique, pour prouver quel fonctionnement de l'État, de la souveraineté nationale, nous sommes en quête et nous sommes en manque. Alors, par exemple, on attend les documents sur la frontière, parce qu'on espère y trouver quelque chose qui prouve que l'État autrefois fonctionnait comme ça, avant le protectorat. En revanche, si nous réfléchissons, ça c'est une logique archéologique. On sait qu'il y a les dinosaures, on cherche les fossiles. Vous me permettez la simplification, naturellement. On parle par métaphore. Qu'est-ce que ça va dire opposé à cette logique? Une logique issue d'une réflexion ou d'une approche généalogique. Signifie de dire qu'il faut comprendre comment le champ politique s'est monté au Maroc. Dans un contexte d'oppression politique. Dans un contexte dans lequel, mine de rien, là j'espère ne pas avoir été mal comprise, mine de rien, sur l'œuvre politique, sur l'action politique de tout un chacun, et encore plus des nationalistes, pesait une répression horrible issue des forces coloniales. Il ne faut pas nier ça. Mais il ne faut pas que ces constats nous empêchent de penser que c'est à ces moments-là, sous les contraintes de ces moments-là, que les champs politiques s'est construit. C'est construit là où on arrivait à les construire. Dire je veux faire une généalogie du champ politique signifie précisément ça. Essayer de suivre les traces, donc de localiser les interrogations que je me pose sur le champ politique à l'échelle d'un individu dont je peux suivre les traces, dont je peux voir où et comment, au fil du temps, il a réussi à mêler, lui comme beaucoup d'autres, son action politique.
Il a réussi à ne pas quitter Marrakech parce que son père lui disait quitte l'action politique et faire juste un peu d'argent à Casa, mais il a réussi à dire sous couverte d'un bureau de commerce que grâce à la fortune de mon père, je peux me permettre d'ouvrir. Je suis parmi les peu des nationalistes fortunés de l'époque qui ne subit pas les châtiments du Pacha Glaoui parce que je suis de la grande bourgeoisie et je peux me permettre de ne pas terminer torturé en prison, en tôle. Je peux me permettre de partir au lieu de subir comme les autres la répression. Ce n'est pas le seul, naturellement, Mohamed Bousta, le grand nationaliste, Allah Rahmou, lui aussi, et qui suit du même parcours, lui aussi tout interdit de Marrakech, interdit de séjour de Marrakech à la même période, en vertu du même raisonnement. Il ne faut pas trop toucher aux enfants, même si absolument extrémistes dans leurs idées, qui ouvrent dans les milieux des nationalistes marrakechis qui ont subi une répression brutale, parce que le Pacha Glaoui était brutal, parmi les plusieurs hommes brutaux que le protectorat vous a fait connaître. Alors, suivre les traces. La généalogie que je vous propose du champ politique signifie un travail discret qui consiste à ne pas donner au préalable la définition du lieu où l'action politique va se dérouler. Humblement, se mettre dans une position d'observation et observer, donc interroger les sources, les faire chanter selon ce qu'on leur interroge, on leur pose comme question. Suivre les traces jusqu'à comprendre comment, dans un contexte d'oppression politique qui se transforme rapidement dans un autre contexte d'oppression politique, il faut le dire. Je parle de l'après-indépendance, de la période des années de plomb. Comment l'action politique ne cesse pas, ne cesse jamais entièrement, mais elle se redéploie. Notre mandat comme politique, si nous voulons donner une contribution à la compréhension des enjeux qui contribuent à forger le champ national, est d'être humblement à l'écoute des acteurs, comprendre comment ils ont bougé. Et ce n'est pas tous des acteurs qui ont œuvré dans la clandestinité, ce n'est pas tous des acteurs qui sont partis en exil. Il y en a, et c'est le plus important, ils ont eu une vie très 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 difficile. Mais même les acteurs qui n'ont pas été ciblés si gravement de la répression, ils ont été contraints de changer de champ. D'où l'importance de savoir reconnaître et de savoir naviguer entre des sources issues des différents champs de l'action. Dans mon propos, toutes les sources dont vous allez trouver trace dans ces sites, sur lesquels maintenant nous allons revenir de plus près, nous racontent, nous donnent des éléments pour penser le déploiement du champ politique. Que ce soit les sources dont on parle plus précisément aujourd'hui, celles issues du champ militant, que ce soit les sources issues de l'action gouvernementale, ou alors celles du champ journalistique, ou alors encore celles du champ des affaires. Pour moi, en tant que politiste, leur intérêt, naturellement, est de documenter les champs de l'action dont ils sont issus. D'accord, je sais mieux comment ça se déroule la manipulation des banques. Mais, surtout et avant tout, je sais quelque chose de plus, de comment les rapports de force, à un moment où on ne pouvait pas les jouer dans l'arène politique conventionnelle, s'est déroulé. Alors, ça, c'est les chantiers sur lesquels je compte et je suis en train de m'investir à la conclusion de mon livre. Pour l'instant, qu'est-ce que vous allez trouver dans ces sites et comment votre contribution, votre interrogation, vos intérêts de recherche ou des citoyens peuvent contribuer à alimenter ce travail. Pour l'instant, dans ces sites, comme je vous l'ai dit, dans les livres, vous trouvez un raccourci pour arriver au site en par chapitre, donc page 745, le QR code en par chapitre, dans lequel j'ai essayé, chaque QR code renvoie à ces éléments, des parcours de lecture que j'ai appelés du livre à l'archive. D'accord ? L'idée étant que toutes les sources que vous trouvez en note de bas de page finiront tôt ou tard pour être publiées en numérique, en accès direct,
avec la revanche, les problèmes et les enjeux et les défis que Fatma mentionnait tout à l'heure, ils vont figurer dans ces parcours de lecture. Donc il y a 6 chapitres, il y a 6 parcours de lecture plus un, qui est un index des noms essentiellement. Un index des noms dans lesquels vous voyez les acteurs, les pages du livre dans lesquelles vous allez les trouver. Et pour les fiches qui se sont déjà terminées, vous trouvez des éléments et des chapitres, on va dire, des sections ou des sous-fonds de l'archive dans lesquels vous pouvez trouver des documents sur eux. Donc ça, c'était mon mode opératoire pour faire en sorte à ce que cette archive qui est issue d'une collecte privée ne soit pas que d'intérêt pour documenter la vie d'un seul individu, mais plutôt qu'il ait l'intérêt d'être une ficelle à partir de laquelle on peut tirer et reconstituer des mondes sociaux qui sont faits d'organisations politiques, économiques, culturelles, qui sont faits d'hommes et femmes, qui ont eu à côtoyer, qui ont eu des relations, qui ont été des ennemis, qui ont été des concurrents d'affaires, par exemple, avec ce monsieur. Donc, je cherche sous cet angle à vous permettre, à travers les sites, d'avoir une lecture qui aille au-delà du personnage. Les livres portent son nom, même si je suis persuadée, j'espère que même les lecteurs le savent, que je n'ai pas créé un livre sur M. Boukina, mais plutôt un livre à partir de son vécu. Le site l'est encore plus, dans le sens que j'essaie de construire des parcours de lecture et de déploiement et de mise en valeur des documents qu'on puisse consulter selon vos intérêts, à partir de telle personne, à partir de telle organisation, d'accord? Donc, dans les premiers parcours de lecture, vous trouvez précisément ça. Tous les noms, pour l'instant, il y a juste l'intégralité d'index des noms, et au fur et à mesure que j'arrive à avancer sur mon travail, il y a une petite notice biographique et les liens aux documents de l'archive qui parlent de telle ou telle personne. Les autres parcours, comme je vous l'ai dit, sont un pour chaque chapitre. Les seuls actuellement, aujourd'hui, je vais m'attarder sur les 2 premiers, mais je vous préviens du fait que les seuls intégralement publiés, parce que ça pose moins de problèmes par rapport aux enjeux que Fatma a mentionné tout à l'heure, le seul parcours de lecture intégralement publié, c'est celui qui concerne la publication de Maroc Information, le quotidien indépendant d'information économique qui parut, comme je vous l'ai dit, de décembre 60 à avril 66, donc qui arrive à couvrir une période qui est très, très compliquée et dans laquelle la presse issue du parti politique peut subir une censure brutale, notamment à partir de 63, de l'affaire du complot, des élections, mais aussi de l'état d'exception, de l'allègement de Bembata, de la guerre des sables, plein d'événements qui firent en sorte à ce que sur la presse issue des partis politiques tombe une censure brutale. Et ce sont les tribunes issues, on va dire, du monde indépendant qui peuvent demeurer des sources d'information. Alors, vu que publier l'intégralité d'une collection média, d'une collection journalistique, pose moins de problèmes sur les plans de l'accès et de la réflexion sur que Fatma a tiré tout à l'heure de notre attention, ici vous trouvez intégralement les collections. Alors, comment fonctionnent ces sites? Ici, vous avez, donc dans les parcours de lecture, vous avez une petite présentation des contenus succinctes. Vous devez aller sur collection. Déjà, vous voyez les personnes concernées. André Azoulay, qui fut un tout jeune rédacteur en chef. C'est sa première expérience professionnelle à partir de 63. Et d'autres personnes que vous connaissez sans doute moins. Vous allez à ouvrir l'inventaire, qui ici est resté avec un malheureux italianisme, ouvrir l'inventario, d'accord? Vous faites comme ça, vous faites presse, vous faites Maroc Information, et vous pouvez consulter l'intégralité de la collection de 1648 numéros. Donc ça, j'espère que ce soit déjà une première contribution à ce que je souhaite partager avec vous. Le reste est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Fatma le disait très très bien. Lorsqu'on accède au numérique dans un contexte marqué par la pénurie d'accès données, par les manques de documents, on joue incontestablement des effets de distorsion desquels il faut faire attention, desquels il faut se garder, ou bien il faut être conscient des conséquences. Parce que
production d'archives est un acte d'autorité. L'archive d'État devient archive d'État avec une double fonction de donner un document ou des documents de l'action de l'État, mais aussi de fournir un monument de sa légitimité. Alors, dans quelle mesure veut-on construire, à travers la mise en ligne intégrale d'une archive privée, dans quelle mesure nous ne sommes pas en train de construire un monument autour de quelqu'un, une icône? Moi, je pense que M. Benkiran a un extrême mérite historique, qui est celui d'avoir été le premier à avoir donné accès à sa documentation. Ça, c'est son plus grand mérite à mes yeux de chercheuse. Ça ne signifie pas que j'estime que ces œuvres politiques, économiques, nationalistes ne sont pas importantes. Mais le risque de mettre en ligne tous ces documents, c'est que quelqu'un qui ne partage pas la même sensibilité que moi puisse penser, eh bien, dans les marques des documents, il devient le nationaliste numéro 1. Les hauts commis de l'État les plus performants, les plus grands protagonistes du cabinet Borid, les plus importants journalistes des années 60, les plus courageux contestataires de la violence de ces années, les seuls témoins capables d'écrire de la violence au moment où, si on écrivait de la violence, on était sujet et victime de cette violence. Alors, il faut faire attention à ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces projets restent un projet, demeurent un projet, c'est-à-dire est un projet en cours de construction parce qu'il mérite d'associer à cette réflexion des têtes qui ne sont pas la mienne. Ça doit être issu d'une réflexion collective, la compréhension de qu'est-ce que ça signifie mettre à la disposition du public des documents de ce genre. Il n'est pas le seul de sa génération, mais remarquez bien, Ben Saïd Aïtidar a une documentation extrêmement importante. Il a une fondation qui porte son nom, mais c'est une fondation qui est issue d'un monde politique très connoté, dont on connaît les orientations et les personnes qui consultent ces fonds sont conscients de ça. C'est différent de mener une recherche archivistique sur des documents issus de l'initiative d'un privé. Abderrahmane Yousfi, dans son testament, il a légué tout son patrimoine documentaire et artistique, il était un grand estimateur d'œuvres d'art, au musée Mohamed VI pour l'art contemporain, qui pour l'instant a été en mesure de mettre en valeur ces tableaux. Mais qu'est-ce qu'il va faire de ce document politique? On va finir par croire dans 20 ans que si Abderrahmane Yousfi était juste un estimateur d'œuvres d'art. On va oublier que c'était un grand nationaliste, ça a été un homme politique de premier relief. C'est ça les enjeux qui se posent lorsqu'on réfléchit au statut qu'il faut aujourd'hui donner aux sources privées dans la construction d'un patrimoine national digne de ces noms. Et c'est pour cela que les questions sur lesquelles Fatma a attiré votre attention, notamment l'influence que la mise en ligne doit avoir dans la lecture du passé, les risques éventuels de la mise en archive d'un patrimoine documentaire personnel peuvent avoir. Ce sont des réponses, ce sont des questions qui ne peuvent pas avoir une réponse individuelle, cas par cas. Ce sont des réponses sur lesquelles il faut une réflexion collective. Ce sont des réponses qui mériteraient la sollicitation d'une réglementation qui puisse donner à tous les mêmes règles du jeu au sein duquel jouer. Non pas que tout un chacun qui construit une archive privée comme moi se trouve à être si puissant. C'est-à-dire, se trouve à être tout d'un coup d'être dans une position d'autorité, d'être celle qui décide si de telles personnes on doit ou pas mettre en valeur le parcours. Dans mon mode opératoire, les stratégies, les cautions que je cherche à avoir pour faire face aux risques dont on a parlé sont tout d'abord, réponse tout d'abord, d'une part, sur le fait de travailler doucement. Je ne suis pas dans le jeu à publier, le livre est déjà paru, ça c'est, j'ai tout l'intérêt à vous associer tous, et bien au-delà de vous, au travail de réflexion autour de ces enjeux, premièrement. D'une part, pas un travail speed, pas un travail individuel.
parle de M. Benkiran, mais rendons clair dès la première page qu'à partir du fonds Benkiran, nous pouvons renseigner plein de choses. Nous ne sommes pas en quête d'une stratégie pour documenter le vécu de Benkiran, mais nous sommes en train de bénéficier d'un de ses plus grands mérites patriotes, qui sont ceux d'avoir ouvert ces archives, qui sont ceux d'avoir donné accès à l'intégralité de ces documents et photos. Ça, j'espère pouvoir avoir donné des éléments de réponse par rapport à ce que tu m'as sollicité à penser. Et je vais conclure précisément, avant de vous passer la parole et vous montrer tout ce que vous aurez envie de voir à partir du portail. Je vais terminer par un constat que je tire du passeport colonial duquel je suis partie et auquel est dédié tout le chapitre 1. J'ai écrit tout un chapitre autour du passeport que Ahmed Benkiran, un très très jeune Ahmed Benkiran, qui avait 27 ans à l'époque, obtient en 54, donc en pleine phase la plus acharnée de la répression coloniale à l'encontre des nationalistes. Il eut ses passeports, dont ici on voit la fiche archivistique, dont ici on peut voir tous les éléments, y compris les visas, les timbres d'entrée et de sortie. Il eut son passeport pour participer à une initiative qu'on connaît très très peu, consistante à des délégations informelles qui se rendirent à Paris en 2 reprises, en juin et en septembre 1954, donc à cheval de la nomination de Francis Lacoste comme résident général au Maroc, dans un moment où cette nomination devait essayer de jouer un peu, calmer le feu, on peut dire. Une délégation avec aucune officialité, une délégation qui n'était pas issue du parti de l'Istiqlal, une délégation à laquelle participa aussi Bekhai, qui fut le premier président du conseil du gouvernement pour les gens qui viennent d'arriver au Maroc, et à laquelle participent plusieurs indépendants. Ils ne rencontrent que des représentants du monde politique, sans fonction. Ils ne rencontrent que des journalistes. C'est une mission soutenue par les Maigres du Breuil, un grand patron des huiles, donc un homme d'affaires assez puissant, qui avait eu des positions douteuses à l'époque de Vichy, mais qui se découvra aussi après le débarquement des Américains en Afrique du Nord, qui plaide beaucoup pour que ses intérêts économiques puissent être sauvegardés sous une nouvelle ère, et donc dans laquelle l'indépendance était à soutenir, et qui fut d'ailleurs assassiné par les ultranationalistes français un an plus tard de l'octroi de ses passeports, après avoir soutenu ces missions, ces délégations informelles, dans lesquelles ici vous pourrez ensuite retrouver les tracts, dans lesquels nos jeunes nationalistes, Mohamed Bousta aussi fit partie de ça, nous écrivaient à l'opinion publique: nous sommes venus en France pour parler que à notre propre nom. Nous ne représentons pas le parti. Nous n'avons pas de mandat. Nous sommes ici pour sensibiliser l'opinion publique, pour vous démontrer maintenant que la propagande du protectorat vous raconte que les Marocains sont tous des terroristes, que tuent les Français les jours de Noël avec des bombes au marché central. Nous sommes ici pour vous démontrer que nous avons des positions politiques desquelles on peut discuter autour d'une table et non pas juste à coup de balle. J'étais tellement intriguée par ces passeports que j'ai travaillé, j'ai réfléchi sur tous les visas. J'ai analysé visa par visa par visa. Il y en avait un qui me posait problème, le dernier, avant-dernier. Un visa pour aller aux îles Canaries en octobre 1955. Je me disais, mais comment ça se fait? Les îles Canaries, c'était l'Espagne à ce moment. Mais je sais par la littérature sur le mouvement national que l'Espagne est très importante et qu'elle la compte aussi dans le déploiement des réseaux nationalistes, mais jamais j'ai trouvé trace de l'importance des îles Canaries. Je connais plutôt Madrid, je connais plutôt l'Espagne continentale. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Alors je me suis dit,
peut-être que je viens de faire une découverte historique, les îles Canaries étaient importantes pour les réseaux nationalistes. Oh bien, j'ai fini par en parler avec M. Kilapuni. Mais j'étais partie en vacances. Mais j'étais partie en vacances. Et la vacance a été organisée de la part de la fille du général Améziane, avec lequel les nationalistes n'arrivaient pas à parler, parce qu'ils ne voulaient pas. Même si on connaissait ses sympathies timides et officieuses au soutien du mouvement national, ils ne pouvaient pas s'afficher en public, c'était trop dangereux. Et alors, dans cette seule occasion, la vacance devient le moment où un jeune nationaliste avec passeport peut parler avec une grande tête de l'armée espagnole de l'époque, qui tout en voulant ne peut pas parler avec les nationalistes. Voilà, donc ça pour dire à quel point est important de ne pas se limiter au fait de dire nous sommes en train de monumentaliser Ahmed Ben Kiram. Je porte beaucoup de respect et nous sommes ici nombreux à avoir beaucoup de sympathie pour lui. C'est un homme intègre, c'est un homme qui jusqu'à 97 ans et demi a envie de donner sa contribution à la connaissance de l'histoire. Et ça c'est seulement le dernier de ses mérites, je trouve. Mais nous ne sommes pas en train de lui faire un monument. Nous n'avons pas écrit sa biographie. Mon désir le plus grand, c'est que M. Ben Kiram passe à l'histoire comme le patriote qui a ouvert son archive. Pas comme le patriote qui est parti chez Améziane. Vous voyez la différence? Donc, pour l'instant, ici, je vous disais, vous pouvez consulter un certain nombre de documents. Vous choisissez, vous allez ouvrir l'inventaire. Ici, je vous ai laissé invisible seulement les documents issus du champ du militantisme nationaliste pour l'instant. Et une petite sélection, parce que je voulais voir l'effet que ça... Qu'est-ce que ça donne? Comment vous le recevez? Comment mon pari et mon désir de donner une contribution sans monumentaliser le personnage peut ou non être efficace? Comment mes stratégies pour me mettre à l'abri des risques dont Fatma parle sont des véritables stratégies efficaces? Donc j'aimerais beaucoup avoir votre retour, si vous le souhaiterez, sur les sources que j'ai publiées jusque-là, qui sont diverses. Il y a des choses incontestablement qui sont ici, et je reviens à d'autres questions que Fatma a posées. Il y a des documents que lui, il a collectés à cette époque-là. Par exemple, ça c'est un acte d'accusation du tribunal militaire de Casablanca à l'encontre des nationalistes. Ce genre de procès, très dur, qui terminait pour la plupart par des condamnations à mort, dans lesquels le grand avocat Jean-Charles Legrand plaidait pour les nationalistes. Incontestablement, un homme qui à l'époque avait 25 ans et qui n'était pas jugé devant les forces militaires, s'il a conservé un document de ce genre, c'est qu'il a collecté un corps. Il n'a pas produit. Donc, pour revenir à la question de Fatma, dans ces fonds, il y a tout aussi bien des choses, des objets comme le passeport, c'est-à-dire issus d'une production qui relève vraiment du personnage, mais aussi des documents qu'il a collectés à cette période, comme un acte d'accusation d'un procès au cœur de la répression à l'encontre des nationalistes, mais qui ne le concernait pas, si ce n'est que comme militant dégoûté par les condamnations à mort. D'accord? Il ne connaissait pas nécessairement de près les personnes condamnées, il n'avait pas de rôle dans les procès. Il y a d'autres documents parmi les autres documents collectés. Incontestablement, ça, un document de toute autre nature, un tract politique qui s'appelle Français du Maroc, réveillons-nous, notre seconde partie est en danger. Ça, c'est un tract politique issu d'une organisation ultranationaliste de l'époque française qui s'appelait Union pour la présence française, qui fut à l'origine de ce qu'on appelait à l'époque le contre-terrorisme. C'est-à-dire, c'est eux
les gens qui ont exécuté les mêmes livres naturellement, mais aussi Jahaseti, et plusieurs représentants, non seulement du milieu des nationalistes. On dit qu'ils s'amusaient à rester assis dans les cafés et tirer sur les ouvriers du Maroc qui sortaient des usines. C'était ça le niveau de violence de cette période. Et donc, incontestablement, un document de ce genre, un jeune écrivain qui à l'époque avait 25-26 ans, il a dû le collecter. Il a dû en garder une copie. Il n'est naturellement pas concerné par la production de ces documents, mais oui par la circulation. Sans doute parce que c'était l'ennemi. C'était les fronts contre lesquels il fallait se battre à partir de 52. Je conclue pour d'autres exemples. Ça, c'est le communiqué de presse de la délégation qui partit en 54 dont je vous ai parlé. Ici, lui, il est producteur, incontestablement. Il y a des objets duquel qu'on ne trouverait pas dans un archive d'État ou bien dans un fonds qui parlerait stricto sensu de l'action nationaliste. Par exemple, sa carte de membre de l'Association internationale des tourismes culturels. Mais moi, j'ai voulu numériser, tout numériser, y compris ces genres de documents, parce que je pense que c'est très important de restituer l'économie matérielle d'un jeune nationaliste de cette époque. C'est qui, quelqu'un, qui peut avoir un passeport à ce moment? C'est quelqu'un qui fait aussi partie de l'Association nationale du tourisme culturel, c'est quelqu'un qui a fait ses études à Paris dans l'après-guerre, c'est quelqu'un qui a fait toute l'Europe en autostop avec ses camarades d'école. Donc vous devez penser pour réfléchir et pour imaginer. Donc tout ça, c'est des documents produits par l'acteur avec un but tout différent, qui n'est pas celui de faire émerger des dimensions, des événements cruciaux de la lutte nationaliste, mais essayer à donner suffisamment d'éléments pour nous permettre l'effort d'imagination nécessaire pour comprendre comment l'action politique pouvait se déployer. Parce que quelqu'un qui peut partir comme tourisme culturel, c'est quelqu'un qui peut parler aux gens. C'est quelqu'un qui peut faire la fête au quartier latin. C'est quelqu'un, et c'est vrai, qui peut connaître Picasso et Kenapa durant des soirées où on fait beaucoup la fête, et finir par parler pour aider à les sensibiliser, à les engager à l'importance de la cause pour l'indépendance. Et donc, j'ai voulu, et ça pour répondre à la question de Fatma, quel était le tri? Il n'y a pas eu de tri dans la numérisation. La question que je vous pose est, faut-il avoir un tri dans la mise en valeur? Pour l'instant, je ne pense pas, pour les raisons que je vous dites. Il faut permettre aux gens, à chacun de trouver l'intérêt qu'il porte, et répondre aux questions qui ne sont pas les miennes. Et pour ceux qui se posent les mêmes questions que moi, il faut leur donner les éléments pour permettre cet effort d'imagination. Alors, vous trouvez, et j'ai... Ah voilà. On dirait Sartre. L'existentialisme des années 1, à Paris, tout jeune étudiant. Ici, vous trouvez plusieurs photos. J'ai mis beaucoup de photos aussi. Et je termine pour présenter quelques éléments, comme je l'avais promis. Donc, vous trouvez des objets documentaires et des objets iconographiques. Pourquoi l'iconographie? Quelle est son importance? D'une part, j'estime que c'est le support le plus important pour cet effort d'imagination. C'est des documents par excellence qui ne chantent pas, ou qui nous démontrent que les documents ne chantent pas par eux-mêmes. Parce que les photos, on peut les lire à 1000 niveaux. Ce n'est pas comme la parole écrite, dans laquelle, mine de rien, il y a quelque chose qui est écrit. Ici, on peut voir plein de choses et chacun peut trouver son intérêt. Ça, c'est une photo issue de l'institution Gessous, c'est-à-dire l'école libre des nationalistes, dans laquelle les grandes familles des années, dans les années 30, l'école se porte en 37, des années 30 et 40, et bien au-delà, c'était toujours l'Institut Gessous à Rabat, envoyaient leurs enfants pour leur donner une éducation d'élite, je dirais. Pas seulement une éducation nationaliste, parce que par exemple, le père Ajmorta de Gilan choisit cette école non pas nécessairement pour socialiser son fils sur le nationalisme, mais c'était trop tôt, mais pour lui donner la meilleure éducation possible. Le tout jeune, c'est Abbas Ben Ali. Je suis
connue parmi les tout jeunes nationalistes, mais ensuite fit partie des gens qui prirent vraiment leur distance par rapport au monde politique. Il est décédé il y a une dizaine d'années, mais il était à la Comana, il a été un homme de l'État. Mais donc, on ne connaît pas du tout les profils nationalistes. Et Yann, il fit cette école. Et de voir ça aussi, qu'est-ce que ça signifie restituer la complexité du réel. C'est pas parce que je vous donne une photo de l'Institut Bissous que ça doit être pris comme une preuve que je suis une personnalité nationaliste. Abbas Benani avait beaucoup de mérite, comme aucun de l'État. C'est ça que cette photo nous raconte, avec mes yeux. Avec les yeux de quelqu'un qui veut étudier la scolarisation, ça nous montrera autre chose. Bon, je vous laisserai vous amuser en feuilletant. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup mis, j'ai pas tout mis. De nouveau ici, vous pouvez soit choisir les photos. Ça, c'est une belle photo, et c'est une photo des nationalistes qui se retrouvent à Paris, au Jardin du Luxembourg. On n'a pas le temps de revenir sur les différents profils, mais on trouve de Mohamed Douiri à Adla Ibrahim, les gens de la génération précédente, on en trouve énormément, et qui nous racontent une sociabilité qu'au Maroc ne pouvait pas avoir lieu et qui avait lieu à l'extérieur des frontières. Même chose, ici, vous faites ouvrir l'inventaire, vous n'allez pas à archives mais à photos, et vous trouvez des éléments. Pas beaucoup, comme je vous l'ai dit, des essais, des éléments que j'ai voulu partager pour l'instant avec vous. Et tout ça, et là c'est vraiment la conclusion pour vous dire, qu'est-ce qu'on cherche dans une archive? Souvent on cherche des réponses. Par mon travail, je cherche à vous démontrer que dans les archives, on trouve les éléments à partir desquels formuler nos questions. Non pas nos réponses. On trouve les éléments à partir desquels formuler nos questions. Et ça, à mon sens, et de mon point de vue et de mon expérience, c'est la contribution la plus importante que les archives privées peuvent donner à la compréhension de la mémoire nationale, du récit national, de qu'est-ce que c'est la nation et des enjeux qui se posent pour le futur. Et je vous remercie beaucoup.